la réouverture des libraires? Je crois que le président, il est comme nous, c'est-à-dire qu'il attend, il est anxieux et pressé de faire ses annonces. Il attendra les résultats des chiffres qui vont tomber. Et je peux vous garantir que si les chiffres sont bons et mettent des ouvertures intéressantes, eh bien, on sera les premiers à faire les annonces et à préparer, d'autant que nous faisons cette préparation. Et sinon, il n'y aurait pas des astuces, rouvrir dans certaines zones moins touchées par l'épidémie, dans des petites villes où il y a moins de brassage de population? Est-ce que vraiment tout le monde doit attendre? C'est compliqué, cette stratégie du confinement sélectif peut se comprendre dans la première phase de l'épidémie, où il y avait vraiment des zones très caractérisées par l'épidémie. Là, on a quand même une diffusion massive sur le territoire du coronavirus, et on voit que des zones qui n'étaient pas du tout touchées, je pense par exemple la région de Saint-Étienne, sont touchées. Donc la caractéristique géographique de cette nouvelle phase de la pandémie ne ressemble pas à la première et nous interdisent un confinement sélectif. Deuxième élément, nous avons voulu un confinement adapté, c'est-à-dire que le premier confinement était très strict. Là, nous avons mesuré un certain nombre d'effets secondaires sur l'économie, donc on peut aller travailler sur l'école, parce que l'enfant privé d'école, ça a un effet psychologique évidemment très grave qu'on peut mesurer, que la Société française de pédiatrie a mesuré. Donc il y a des mouvements de population qu'il n'y avait pas dans la première phase de confinement. Donc ça aussi, c'est un élément qui rend hasardeux le confinement sélectif. J'ai l'impression d'être redevenu ministre de la Santé. Pardon, je vais laisser Olivier Véran s'exprimer. Je ne veux pas marcher dans son couloir. Merci Roselyne Bachelot. Vous restez en studio avec nous. Un mot pour saluer le comédien Michel Robin, ancien sociétaire de la Comédie Française. Il est mort à 90 ans, victime du Covid-19. Il avait joué de nombreux seconds rôles au théâtre comme au cinéma. Il avait obtenu le Molière du meilleur second rôle en 1990 pour La Traversée de l'hiver de Yasmina Reza. Un aperçu du temps qu'il fera demain vendredi, le plus souvent des éclaircies, du vent dans le sud-est, de la pluie en Corse. Des petites gelées sont attendues dans le nord-est demain matin, température minimale pas plus de 11 degrés. Et l'après-midi, entre 7 et 12 degrés sur la moitié nord, 11 à 18 dans le sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun. Le prochain point sur l'actualité, c'est à 19h avec Marie-Hélène Duvigneau. Et tout de suite, Roselyne Bachelot, je vous laisse en compagnie d'Emmanuel Laurentin pour le temps du débat. Merci beaucoup Aurélie Kiefer. Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, un temps du débat consacré à la crise que connaît actuellement le milieu de la culture. À l'ordre du jour ce soir, peut-on sortir d'une politique culturelle de crise ? Depuis le premier confinement du printemps, le milieu culturel connaît une alternance entre fermeture, ouverture partielle, réouverture, refermeture, qui désespère parfois les acteurs si nombreux du spectacle vivant, des musées, du patrimoine, du cinéma, de l'édition et des arts plastiques. Les termes de crise, de catastrophe, d'effondrement, d'angoisse, d'abandon ont été écrits ou prononcés, y compris par certains de nos invités de ce soir. Cette crise sanitaire et ses conséquences économiques pour le secteur de la culture va, c'est sûr, on l'espère en tous les cas, un jour s'estomper. Mais une crise qui dure 1 an ou plus, est-elle encore une crise ou bien une nouvelle donne ? Quelle pourrait être une politique culturelle de sortie de crise qui ne serait pas là simplement pour maintenir à flot un secteur, mais pour imaginer sa réinvention après tant de bouleversements ? Nous en parlons ce soir donc avec Roselyne Bachelot. Bonsoir Roselyne Bachelot. Bonsoir Emmanuel Laurentin. Vous êtes ministre de la Culture, je n'ai pas besoin de vous présenter. Françoise Benamou est avec nous également à distance. Elle est économiste de la culture, professeure à Paris 13 et à Sciences Po. Bonsoir Françoise Benamou. Éric Chassé également est avec nous, il est historien d'art, directeur général de l'Institut national d'histoire de l'art et auteur d'une tribune parue dans Le Monde à la fin du mois d'octobre. La culture n'est pas qu'un secteur d'activité, mais une nécessité vitale.
Dans La Croix, excellent journal ce matin, à propos des penseurs de la crise, eh bien, un des penseurs qui est interviewé par le journal de La Croix cite Milton Friedman, le penseur du néolibéralisme, et qui disait, lorsqu'une crise se produit, les mesures qui sont prises dépendent des idées qui sont dans l'air du temps. Quel était cet air du temps au moment où vous êtes arrivé, et les mesures que vous prenez, en quoi correspondent-elles à cet air du temps, Roselyne Bachelot ? Les mesures qui étaient dans l'air du temps, c'était que nous traversions un tsunami, et la phrase qui a été prononcée quand il y a un incendie, on ne compte pas les seaux d'eau, phrase un peu triviale, c'était l'état d'esprit dans lequel on était, et c'est tout à fait compréhensible. Début juillet, quand vous arrivez. Voilà. Je constate qu'effectivement, on n'a pas compté les seaux d'eau. Et que Sodo, il se compte en milliards. Oui, c'était déjà 5 milliards sur la culture. Évidemment, tout cela a augmenté. Mais en même temps, pratiquement le lendemain de mon arrivée au ministère, en charge rue de Valois, sort l'étude décennale sur les pratiques culturelles des Français. Et on se rend compte que la crise que nous traversons n'est que le révélateur, l'accélérateur, l'agrandisseur d'un changement culturel comme, je pense, on n'en a pas connu depuis des siècles, qu'on n'a jamais connu. Et le changement des pratiques culturelles des Français, avec l'opposition entre la culture patrimoniale et la culture numérique, devient l'enjeu principal de la politique culturelle, avec véritablement l'accroissement des inégalités sociales. On voit que les cultures patrimoniales sont la pratique des gens âgés, des femmes, des urbains, des classes supérieures, et que de plus en plus, les garçons jeunes, ceux qui vont, hélas, enfin tant mieux, être de plus en plus nombreux, vraiment ont la pratique de la culture numérique. Et ça, c'est véritablement la chose qui m'habite quand j'arrive au ministère de la Culture. Ce mouvement, je le connais, parce que je suis évidemment les politiques culturelles depuis des années, et je me dis que ce travail de réconciliation entre la culture patrimoniale et la culture numérique, de décloisonnement des cultures et de protection de la création à partir de là, parce que en fait, derrière tout ça, c'est la protection de la création artistique et pas seulement de la consommation artistique qui est en jeu. C'est vraiment mon boulot. Oui, c'est un boulot de Sisyphe en l'occurrence, parce que ça n'est pas si simple que cela tout de même, Roselyne Bachelot. Vous parlez vous-même de mois atroces. Lorsque vous avez inauguré les états généraux des festivals, vous dites on vient de vivre des mois atroces. Et nous continuons à les vivre. Voilà, c'est ça, c'est la question. Oui, bien sûr, nous continuons à les vivre. Comment un être de culture comme je suis et comme le sont les Français en général, parce que les Français ont des pratiques culturelles contrairement à d'autres pays. Quand on voit qu'un Français sur deux visite au moins un monument du patrimoine dans l'année, ce que dit précisément cette étude, ça montre aussi qu'il y a un goût pour cette culture. Mais les mois sont évidemment atroces, cette souffrance des artistes qui ne peuvent pas chanter, qui ne peuvent pas jouer, qui ne peuvent pas être sur une scène. Ces directeurs de théâtre qui demandent s'ils vont pouvoir survivre, c'est évidemment une souffrance. Alors moi, bien sûr, je bâtis des systèmes de protection. Mais quand quelqu'un ne peut pas jouer, j'ai beau lui donner de l'argent, donner l'argent du contribuable d'abord, amener des subventions, des sauvegardes. C'est le barrage contre le Pacifique. Voilà. C'est un peu le barrage contre le Pacifique chez Duras, en l'occurrence. Oui, ça, je sais que c'est de Duras. je sais. Merci, Emmanuel Laurent. Françoise Benamou, vous êtes avec nous, vous êtes économiste de la culture. Une question à Madame la Ministre. Oui, c'est un sacré boulot, hein, cette incertitude. Vous savez, nous les économistes, on dit c'est l'incertitude radicale, ce genre de situation, où effectivement on ne peut pas prévoir ce qui va se passer et où donc on est amené à essayer de boucher les trous alors que l'eau passe à côté. Mais quand même, je pense que on peut dessiner des voies de sortie. On les voit un petit peu. Par exemple, vous avez évoqué, Madame la Ministre, la question du numérique, qui est absolument fondamentale. J'ai lu aussi les pratiques culturelles des Français, mais voyez-vous, je pense qu'il
on peut construire des complémentarités, et elles existent déjà, entre l'écran et la consommation physique de culture, si je puis dire, le fait de sortir, par exemple. Et on le voit très bien. D'ailleurs, les jeunes, moi, mes étudiants, ils sont comme des fous, ils attendent qu'une chose, c'est de pouvoir sortir. Et effectivement, quand la culture est une sortie, et ça, beaucoup d'établissements culturels l'ont compris, à ce moment-là, on arrive à attirer ces populations qui sont par ailleurs beaucoup sur les écrans, parce que les écrans, c'est épuisant. Et on peut véritablement travailler sur cette complémentarité. Donc oui, la crise, bien entendu, amplifie des mouvements antérieurs, mais elle nous met aussi en face du fait qu'on peut apercevoir quelques voies de sortie. Il y aurait beaucoup d'autres exemples à donner dans le spectacle vivant, par exemple. Moi, je suis très frappée par le fait que les grands établissements travaillent sur des programmations peut-être plus modestes, peut-être plus locales, qui pour autant ne seraient pas nécessairement dégradées. Donc voilà, le tsunami, oui, mais en même temps d'autres choses. Roselyne Bachelot. Je suis absolument d'accord avec Françoise Benamou quand elle parle de la sortie vers le numérique, qui est une opportunité considérable, et je note d'ailleurs qu'un certain nombre d'établissements, musées, sites patrimoniaux, classés ou non classés, et bien sûr salles de spectacle s'adonnent au numérique et réfléchissent à tout cela. C'est la raison pour laquelle, dans le plan de relance, j'ai voulu que 400 millions d'euros soient consacrés à ces transitions numériques. Je fais un bémol pour alimenter la discussion avec Françoise Benamou. C'est vrai que la consultation et que l'usage du numérique s'est beaucoup développé pendant le confinement. Mais ça ne nourrit pas son artiste. Exactement, merci. Je vous tends la perche. Exactement ce que je veux dire, c'est qu'on prend le goût d'une culture totalement gratuite. Alors, évidemment, ça pose la question du modèle économique d'un certain nombre de maisons de création, parce que la propriété artistique, la création artistique doit être rémunérée. Mais c'est plutôt bien que vous soyez ministre de la Culture et de la Communication, parce que cette question de la communication est importante. C'est-à-dire que vous allez devoir négocier, par exemple, des droits ou obliger peut-être ou tenter de tordre le bras à certains diffuseurs qui ne veulent pas payer de droits aux artistes. Exactement, c'est le but que je poursuis avec de façon à mieux réguler les plateformes numériques, les faire participer à la création française. C'est le travail qui va aboutir dans quelques semaines. Ça n'est pas encore fait, ça, pour l'instant. On attend ça. C'est-à-dire qu'on vient de voter la loi qui permet de transposer par ordonnance les directives européennes sur les services de médias audiovisuels et sur le droit d'auteur, ainsi que sur le câble satellite. Enfin, c'est important, mais c'est technique. Nécessite un décret que je suis en train de préparer, qui est le décret sur les services de médias audiovisuels, de services de médias à la demande. C'est très attendu. Il faut des consultations, parce qu'il faut qu'on négocie aussi un certain nombre de choses, mais ça va être opérationnel au cours de l'année 2021. Et les participations des plateformes à la création française, création audiovisuelle et création cinématographique, ça ne va pas être un pourboire. C'est une participation d'une hauteur élevée. Éric de Chassey, vous êtes avec nous. Je rappelle que vous êtes historien d'art et que vous avez publié dans Le Monde, c'était à la fin du mois d'octobre, un article très intéressant qui nous a conduit à vous inviter à cette discussion avec Roselyne Bachelot. La culture n'est pas qu'un secteur d'activité, mais une nécessité vitale, disiez-vous. Il me semble que c'est très important de le considérer effectivement aussi comme un secteur d'activité, et je voudrais à mon tour dire qu'il y a eu un effort considérable du gouvernement pour les créateurs, pour toutes les institutions culturelles, pour l'ensemble du secteur d'activité. Je pense que ce que la crise révèle, c'est qu'en fait, et je suis d'accord avec ce qu'a dit Madame la Ministre sur ce sujet, c'est une crise plus profonde et plus ancienne, qui est en fait en partie liée à notre extrême difficulté à savoir exactement de quoi nous parlons quand nous parlons de culture. On a une ouverture très forte du champ de la culture qui était une vraie nécessité par rapport à ce qu'on a pu connaître grosso modo jusque dans les années 1960-1970, qui était l'idée qu'il n'y avait qu'une culture légitime, savante,
hiérarchisés par les élites sociales, en grosso modo ceux qui avaient le pouvoir, qui pouvaient avoir droit de citer. On a ouvert complètement cela en disant que toutes les pratiques culturelles pouvaient être légitimes. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une situation dans laquelle une grande partie des problèmes que l'on peut rencontrer vient de ce qu'il y aurait sans doute besoin à nouveau d'une forme de hiérarchisation complètement différente de celle qui pouvait exister auparavant et qui fasse qu'on sache à peu près de quoi on parle quand on parle de culture. Sinon, on est condamné effectivement à ne l'apprendre que par le biais du secteur d'activité, du poids économique. C'est important, mais ça n'est certainement pas suffisant. Roselyne Bachelot. J'ai beaucoup aimé l'éditorial d'Éric de Chassey parce que moi-même je suis soumise à une torsion, parce que c'est vrai que pour appuyer mes arbitrages et mes arbitrages budgétaires auprès du Premier ministre et du ministre des Finances, qui m'ont suivi d'ailleurs, je suis bien obligé de présenter la culture comme un secteur économique, 650 000 emplois directs, je ne parle même pas des emplois plus que l'automobile, etc. Voilà. Les restaurateurs, les hôteliers, les voyagistes, etc. Tous les commerces qui sont autour, 650 000 emplois, 70 000 entreprises, 70 milliards de chiffre d'affaires. Mais en même temps, quand je dis ça, je me dis, mais c'est pas ça la culture. Enfin, bien sûr, il y a des gens qui vivent, ils ont besoin de payer leur loyer et de pousser leur caddie, mais c'est autre chose. C'est aussi de l'immatériel, c'est aussi de la communication. Mais bien sûr, je suis moi-même dans cette ambivalence que j'ai du mal à résoudre. Oui, parce que cette ambivalence, elle vient de l'histoire du ministère de la Culture soi-même, d'une certaine façon. Oui. Malraux qui se sépare dès le début de la question de l'enseignement, de l'éducation, qui en fait le ministère des Artistes, et puis ensuite Jacques Lang qui l'ouvre justement à la question... J'estime que je me réfère aussi bien à Malraux qu'à Jacques Lang. Je prends les deux, si vous permettez. Oui, mais vous pourriez imaginer la troisième étape, c'est-à-dire cette étape où on sort de cette question simplement comptable en disant vous êtes le ministre des Artistes et vous distribuez, et c'est fort bien, de l'argent pour les artistes en difficulté ces temps-ci, mais imaginez les voies et les sorties, les voies et les moyens pour sortir de simplement cette logique de guichet, par exemple. C'est quelque chose qui s'est inscrit dans l'histoire du ministère aussi, Roselyne Bachelot. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu, quand je suis arrivée le premier soir, le 6 juillet au soir, j'ai dit je suis la ministre des Artistes et des Territoires. J'ai mis les artistes en premier. Et je me situe dans cette filiation. Mais j'ai dit, en disant je suis la ministre des Territoires, j'ai voulu dire la culture irrigue le pays et irrigue sa vitalité économique. Je ne veux pas non plus opposer les deux. Ce serait évidemment totalement stupide. Mais dans ce que je suis en train de bâtir, à travers les actions que je mène, des actions qui sont des actions financières, des actions d'aide, d'urgence, j'essaie de préparer l'avenir. Moi, il y a des gens qui, par exemple, certains commentateurs, qui disent « on en a trop fait sur le patrimoine ». C'est vrai que pour la première fois, il n'y a jamais eu autant d'argent sur le patrimoine. Moi, je trouve que cette espèce de snobisme anti-patrimoine, alors que c'est le premier objet culturel des Français, je m'y refuse. Il n'y a qu'à voir l'émotion sur... on a parlé de Notre-Dame de Paris, mais sur la cathédrale de Nantes qui a brûlé, une émotion qui touchait, y compris des gens qui n'y mettent jamais les pieds pour aller à la messe. Et c'était quelque chose d'emblématique. Ça, si c'est la porte d'entrée à la culture, pourquoi s'en priver ? Françoise Benamou. Oui, moi je suis d'accord sur une chose, et pourtant je suis économiste, mais je pense qu'il y a peut-être un mauvais usage de l'économie, c'est-à-dire qu'il existe une économie de la culture, il faut la reconnaître, il faut la mettre en avant chaque fois que nécessaire, mais on n'a jamais construit une médiathèque pour ses effets économiques. On l'a construit parce que, certes, elle créera quelques emplois, mais on l'a construit parce qu'elle représente un lieu de socialisation, un lieu de lecture, un lieu aussi où quelquefois on va chercher du travail parce qu'on n'a pas d'ordinateur et que c'est là qu'on va pouvoir le faire. Et donc c'est ce point-là qui est très important, c'est-à-dire qu'il faut vraiment réfléchir aux modèles économiques de la culture, que ce soit ceux du public ou du privé, aussi bien
d'un théâtre que d'un musée, etc. Mais en même temps, il ne faut pas faire un mauvais usage de l'économie et donc faire des choix qui seraient dictés par l'économie, ce qui serait une folie d'ailleurs, parce que ça mettrait à la fois des choix culturels en concurrence sur de mauvais critères et la culture en concurrence avec d'autres secteurs, là aussi pour de mauvaises raisons. Oui, Roselyne Bachelot. Oui, je crois que le mot crucial, c'est le mot d'autonomisation des citoyens. Et je sais que Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je sais que Françoise Benamou est très attachée à l'éducation artistique et culturelle. C'est une voie de l'autonomie. Je sais qu'elle est très réservée. Je ne veux pas ouvrir un débat sanglant entre nous sur le pass culture. Je vous ai lu, Françoise Benamou, sur ce sujet. Elle là, effectivement. Là où vous auriez raison, c'est si le pass culture survenait à 18 ans et qu'on n'ait pas mener une opération d'éducation artistique et culturelle, et le but de 100% des élèves en éducation artistique et culturelle est le but qui prépare évidemment à la consommation du pass culture et à l'accès à un certain nombre de biens culturels. Mais quand je défends, quand dans mon programme, enfin dans ce que je mène, il y a une filière presse où, non contente de mettre 106 millions de mesures d'urgence, mais on met avec le président de la République 377 millions d'euros sur le fait que la presse écrite est protégée. Parce que la presse écrite, c'est un facteur d'autonomie. C'est comme ça qu'on construit des citoyens qui auront le goût de la culture. Vous nous disiez tout à l'heure, j'ai gagné des arbitrages. Vous en avez perdu aussi. On l'a dit dans la presse, en tous les cas, c'est ce qu'on a... Moi, je considère que je n'ai pas perdu des arbitrages. Parce qu'il n'y avait pas d'arbitrage entre la santé et le fait d'heures d'ouverture. Ça, c'est à propos de l'ouverture des... On gagne des arbitrages budgétaires. Je les ai tous gagnés. Je suis pas une gamine. Je suis par ailleurs, oui merci, je sens que vous hochez la tête pour me dire effectivement, vous ne l'êtes plus, mais je vous vois, hein, si nos auditeurs ne vous voient pas. Je veux dire que je peux comprendre, je dois comprendre que devant une situation sanitaire, on prenne un certain nombre de décisions. Et qui serais-je? Qu'est-ce que je serais si je ne comprenais pas cela? C'est pas perdre un arbitrage que de constater avec le ministre de la Santé que la situation est grave. Mais c'est tout de même une discussion de savoir que le ministre de la Culture avait souvent maille à partir avec le Bercy, avec Rivoli auparavant, Bercy ensuite, c'est-à-dire le ministère des Finances, et qu'aujourd'hui, à cause de cette pandémie, vous avez aussi affaire avec un autre ministre. Je ne dirais pas maille à partir. Non, enfin, disons... Parce que le terme ne convient pas. On dit du côté de Bercy que vous savez mordre. C'est comme ça qu'en tout cas que la presse l'a dit à propos des négociations et justement des arbitrages budgétaires. Mais vous devez aussi faire avec le ministère de la Santé, ce qui est une nouveauté. Oui, on doit faire... C'est une nouveauté, oui, parce que cette pandémie, elle ne ressemble à rien de ce que nous avons connu. Mais je fais aussi en sorte de préparer, c'est ça qui est important, de faire en sorte, par exemple, j'ai obtenu du ministère de la Santé, ça peut apparaître secondaire, mais que les tournages, les répétitions, les captations puissent continuer à se faire pendant cette période de confinement. Pendant la première période, c'était interdit. C'est-à-dire qu'au moment où on a réouvert en mai, eh bien, un certain nombre de festivals qui auraient pu avoir lieu n'ont pas pu se tenir parce que les gens n'étaient pas prêts. Là, effectivement, en autorisant ces tournages, ces répétitions, ces captations, on prépare la rentrée plus rapidement. À propos de captation, Hippolyte et Harissi, je crois que vous y étiez.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin. Hippolyte Arécide Rameau, c'était à l'Opéra Comique, ça a été diffusé sur France Musique, sans public évidemment, sur Arte Concert aussi, dans une direction musicale de Raphaël Pichon, et le chœur et orchestre Pygmalion qu'il dirige en l'occurrence, mais sans public effectivement. C'est cela que vous voulez dire ? Oui, sans public, mais bon, les artistes jouent, c'est capté, ils peuvent faire des enregistrements. Je suis allé lundi à Versailles dans la Chapelle Royale écouter l'ensemble de Gaëtan Jarry. Alors c'est le successeur en quelque sorte de Rameau, le grand motet, les grands motets de Mondonville. C'est une merveille absolue. Moi, cette souffrance que les gens qui, comme moi, sont des fans de musique, qui vont au concert, je ne sais pas combien de fois par an, de ne pas avoir été pendant tous ces mois, d'avoir été privé de concerts, d'opéras, enfin, voilà, il y a des souffrances plus importantes que les miennes. Hippolyte Arécide, c'est en replay d'ailleurs sur le site de France Musique, me signale-t-on. Éric de Chassé. Oui, je ne sais pas très bien comment... Vous avez du mal à enchaîner sur Jean-Philippe Rameau, je sens. J'ai du mal à enchaîner sur Rameau, effectivement. Non, je vais peut-être revenir sur un des sujets que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure. C'est ce manque, cette difficulté à définir de quoi nous parlons. En fait, on se trouve dans une situation qui a été très bien définie par François Hartog de présentisme, qui affecte très fortement toutes nos activités en engommant la dimension de préparation de l'avenir, puisque l'avenir, il est de plus en plus considéré comme étant impossible ou obscur, allant peut-être même, je veux dire, de façon pas trop noire, mais vers l'extinction de l'humanité. Ça affecte aussi forcément le rapport au passé du même coup. Et je dirais qu'une grande partie de la culture ne se comprend que dans ce rapport-là, et que on se trouve aujourd'hui dans une situation dans laquelle je pense que nous avons tous les mêmes difficultés à nous situer, qui est celle de savoir qu'est-ce qui compte effectivement pour nous. Je lisais récemment un article de journal dans lequel une journaliste commentait la déclaration du président de la République le soir dans son premier discours annonçant le confinement, dans lequel le président de la République expliquait qu'il fallait revenir à l'essentiel et donnait comme un des exemples de ce retour à l'essentiel le fait de lire. Et la journaliste commentait, c'était dans un quotidien du soir extrêmement sérieux, qu'il y avait là une incitation à l'hédonisme de la part du président de la République. Et évidemment, si on interprète toutes les activités culturelles ou toutes les pratiques culturelles ou la culture comme étant forcément liées au divertissement, à un usage immédiat, on a du mal à considérer de quoi effectivement on parle. Il me semble que dans l'organisation même du ministère de la Culture, je vais laisser de côté la presse, il y a une sorte il y a deux termes qui nous permettent de comprendre effectivement de quoi on pourrait parler de façon peut-être plus claire. Il y a une direction de la création et il y a une direction des patrimoines. Et cette double entrée, peut-être qu'elle serait plus simple à utiliser que le terme culture qui aujourd'hui désigne très souvent simplement les pratiques d'un groupe social, ethnique, etc., sans qu'on sache très bien de quoi ce qu'on vise par là. Si on Terminez, je vous en prie. Non, si on pense essentiellement en termes de création et de patrimoine et de ce que Derrida appelait la dissémination, c'est-à-dire cette idée de transmission, il y a une nouvelle direction qui est en préfiguration sur la transmission des savoirs et la démocratisation culturelle. Et évidemment, l'éducation artistique et culturelle y joue un rôle extrêmement important et j'y suis extrêmement sensible aussi. Il me semble qu'on peut se dire que regarder de façon privilégiée d'un côté la dimension de création, de l'autre côté la dimension de patrimoine, à mon avis avec un certain nombre de critères qu'on peut déterminer, sur lesquels on peut s'entendre collectivement, serait une manière d'avancer et de préparer des choses effectivement pour l'avenir. Roselyne Bachelot, c'est facile de bouger un ministère Oui, je viens de le faire en créant cette direction, cette délégation transversale pour justement faire en sorte que ce que souhaite M. Chassey soit réalisé, c'est-à-dire que entre la création, entre
j'allais dire le stock et le flux, les choses se passent mieux. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un certain nombre d'opérateurs. On parlait du livre, il y a des grands opérateurs comme le Centre national du livre, comme le Centre national du cinéma, comme le Centre national de la musique. Donc on a des opérateurs qui se déploient sur le terrain avec des crédits extrêmement importants. Alors quelquefois, ça prive de visibilité le ministère de la Culture. On se dit, tiens, c'est le Centre national du cinéma qui aide la création. Et Dieu sait s'il y a un cinéma français, qui est le deuxième cinéma du monde, c'est aussi parce qu'il y a le Centre national du cinéma et de l'image animée. Et donc, voilà. Et quelquefois, on ne l'identifie pas. Oui, et effectivement, il y a aussi d'autres acteurs, parce que tout compte fait, quand on regarde le budget de la culture en France, les acteurs sont nombreux, et en particulier les collectivités territoriales, qui sont plus importantes d'une certaine façon, si on les ajoute les unes avec les autres, que le ministère soi-même. On est dans un État décentralisé, bien entendu, et déconcentré. Une grande partie des crédits que je pilote est déconcentrée au niveau des DRAC, des directions régionales, qui justement sont au plus près du terrain. Parce qu'on voit bien, j'étais en discussion, en débat avec tous ces acteurs des arts de la rue, des arts du cirque, des toutes petites structures, des toutes petites compagnies. On a passé un moment de la matinée ensemble, mais on ne peut pas gérer des aides et des soutiens et des labellisations au niveau du ministère. Il faut bien que ce soit aussi dans un système d'État déconcentré, et puis les collectivités territoriales sont là en appui. C'est comme ça que ça marche. Oui, des festivals. Et parfois, la ville de Paris, par exemple, vient de décider qu'elle allait aider au Conseil de Paris énormément les institutions culturelles parisiennes pour pouvoir venir à leur soutien. Et je leur remercie. Je crois que les Parisiens ils seront extrêmement sensibles, même si sur des grands opérateurs culturels, on a mis le paquet. Françoise Benamou. Oui. Moi, je crois que des choses importantes ont été dites là, c'est-à-dire que revenir à ce triptyque création, patrimoine, transmission, c'est absolument fondamental et c'est vraiment le rôle du ministère. Et je crois que ce qui est très important aussi, c'est de souligner que d'une part, les grands opérateurs sont de plus en plus autonomes et dans le fond, c'est une bonne chose. Que les collectivités locales jouent leur rôle, le jouent de plus en plus, elles aussi, pleinement, et tout particulièrement les villes. On sait très bien que les villes dépensent plus pour la culture que ne le fait le ministère de la Culture lui-même. Et puis, le ministère, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est là pour donner le là, si je puis dire, donner la direction, indiquer le sens. Et ça, c'est tout à fait fondamental. D'ailleurs, le terme essentiel a été prononcé à plusieurs reprises par Éric de Chassey. Et moi, j'ai été frappée, par exemple, dans tout ce débat sur les librairies. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ce débat? Il y avait le débat sur l'exception culturelle. Quand on a adopté la loi Lang en 81, il faut rappeler que c'était à l'unanimité. Dans les attendus de la loi, il y avait le livre n'est pas un produit comme un autre. Et moi, j'ai été malheureuse quand on n'a pas autorisé les librairies à ouvrir, qu'on ne revienne pas à cette petite phrase toute bête, mais qui énonce ce qu'est l'exception culturelle dans le fond et ce qu'est le sens, à mon avis, d'une politique culturelle. Mais nous partageons cette vision que le livre n'est pas un produit comme les autres, et je remercie Jacques Lang d'avoir été à l'initiative de ce prix unique du livre qui indique bien cela de façon extrêmement claire. Mais je voudrais un petit peu déborder le débat. Évidemment, je suis en contact avec les librairies, je regarde les remontées du terrain. Moi, je suis très frappée d'une chose, c'est le succès inattendu pour moi du cliquer emporter. On est sur certaines librairies parisiennes à plus de 65% du volume des livres par rapport au mois identique. J'ai même une librairie qui est à 75%. Et globalement, on est aux alentours de 30 à 40% sur l'ensemble de la France. Donc ça, c'est très intéressant. Mais qu'est-ce que me disent les libraires ? Ils me disent que ce n'est pas la même clientèle et que des gens qui n'avaient jamais vu viennent acheter des livres. C'est plutôt intéressant.
et que les gros lecteurs, ceux qui lisent plus d'un livre par mois, c'est ça la définition du lecteur assidu, ils ont plutôt fait, j'allais dire, une razzia avant la fermeture, mais que ces nouveaux lecteurs ne lisent que les best-sellers. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que finalement, il y a des petits éditeurs qui ont des parutions plus confidentielles. Et ça, il faudra vraiment y faire très attention, parce que ce sera un appauvrissement si, au motif de gagner de nouveaux lecteurs, ils ne lisent qu'un certain type de littérature. Oui, alors justement, venons-en, on est dans les dernières minutes de cette émission, Roselyne Bachelot, à la question d'une politique à faire une fois sortie de la crise. On a beaucoup parlé de la crise et c'était très bien, mais qu'est-ce que vous avez en tête pour cette sortie de crise? Ça peut être dans 2 mois, ça peut être, je le disais tout à l'heure, dans 1 an, peut-être, on ne sait jamais, avec les vaccins. Tout cela, ça n'est pas tout de suite. On va arriver très vite à l'élection présidentielle, effectivement, etc. Donc vous avez devant vous un an et demi, d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous voulez mettre en œuvre dans cette année et demie, une fois qu'on sera sorti de tout ça? D'abord, il faut continuer sur les politiques patrimoniales, sur les industries. Vous allez continuer, par exemple, sur l'année blanche pour les du spectacle vivant, l'année blanche pour les intermittents. Mais bien sûr, tout ça, ça va se continuer. Pour moi, en même temps que je mène tout ça, qui n'est pas seulement de l'urgence, qui est aussi structurant, qui est structurant, bien évidemment, il y a 2 sujets qui me paraissent tout à fait fondamentaux. C'est la conciliation du numérique avec la culture patrimoniale, et là-dessus, vraiment, je veux faire en sorte que ce soit une chance pour la culture et pour la diffusion de la culture, et la préservation de la propriété intellectuelle dans un monde complètement mondialisé. Pour moi, ce sont les 2 choses structurantes pour conserver l'exception culturelle française. Mais la conserver, effectivement, alors que cette exception culturelle, dans le contexte de la crise, elle a été gommée, comme le disait Françoise Benamou, parce que les commerces culturels où les lieux culturels ont eu le même lot que tous les autres lieux qui n'étaient pas culturels, justement. Oui, mais moi, je suis assez confiante sur la sortie de crise. Je suis pas anxieuse, mais je crois qu'il ne faudra pas uniquement se focaliser sur la crise. D'ailleurs, vous l'avez dit, Emmanuel Laurentin, mais il faudra se préparer à cette nouvelle donne. C'est pour ça que j'ai voulu garder ces 400 millions pour préparer l'avenir dans le plan de relance. C'est pour ça que je discute avec les différents acteurs, au sens opérateur du milieu culturel, pour qu'on soit dans une stratégie où cette crise, on va la transformer en opportunité. Parce que je suis persuadée qu'elle n'a fait que révéler des travers extrêmement profonds qui étaient à l'œuvre. Et cette prise de conscience, il faut la mettre à profit. Et justement, la transformer en quelle opportunité? Vous l'avez dit, effectivement, la question de la mondialisation, mais aussi cette question justement de allier à nouveau le numérique et le patrimonial, mais quoi d'autre? Je vais prendre un exemple. La présidence française de l'Union européenne. Elle est au premier semestre 2022. On voit bien que cette exception française, c'est aussi d'une certaine façon, à un moindre niveau, une exception culturelle européenne. Il faut absolument que dans cette présidence française, et je sais que c'est la volonté d'Emmanuel Macron, défendre un certain nombre de modèles. C'est toutes ces directives que nous mettons en place, le Digital Service Act. Ça sera au niveau de l'Europe, oui. Voilà, la directive sur le droit d'auteur, la directive sur les médias, sur les services et médias audiovisuels. Tout ça, dans ce bassin qu'est l'Europe, ça protège. Mais il faut qu'on soit à la manœuvre, parce que ces directives, on les a obtenues à l'initiative de qui? À l'initiative de la France. Et moi, je me bagarre avec les ministres européens. Tout le monde n'est pas d'accord avec les ministres européens. Et ce que je trouve un peu incroyable, c'est que quelquefois, au motif de défendre les consommateurs, ce qui peut s'expliquer, on laisse tomber les barrières et on livre en quelque sorte notre marché de la culture, nos consommateurs au grand vent de cette mondialisation. Et ça,
c'est vraiment un travail auquel je crois que je mène en tant que ministre de la Culture, convaincre qu'il ne faut pas dans ce domaine faire une démagogie que nous paierons très cher parce que notre marché, quand nous l'aurons livré, ce ne sera pas aux petits producteurs, aux petits créateurs européens que nous l'aurons donné aux grandes plateformes. Une question, je parlais tout à l'heure de l'année blanche, vous dites on va poursuivre, c'est quoi? C'est encore une année s'il le faut? C'est-à-dire, pour les intermittents, qu'est-ce que c'est l'année blanche? Parce que tout le monde ne le sait pas, effectivement. Tout le monde, moi je vais faire un petit peu d'explication. Vous avez raison, pédagogie. C'est-à-dire que pour toucher les droits à l'intermittence, on recherchait les heures de travail sur une année, on les recherche sur 2 et on réintroduit dans les fameuses 507 heures qui vous donnent droit à l'intermittence, on réintroduit un certain nombre d'heures d'enseignement. Eh bien, s'il le faut, et si on est en mauvaise situation, s'il y a des gens qui ne peuvent pas avoir de droits, on recherchera les heures de travail plus longuement et sur un temps plus long. C'est ça que ça veut dire de prendre en charge l'intermittence. Merci beaucoup Roselyne Bachelot. Merci à vous Éric de Chassey et à vous Françoise Benhamou d'avoir été avec nous pour cette discussion autour d'une politique culturelle sortie de crise, pourrait-on dire. C'était le temps du débat. Je remercie, vous l'avez fait à propos des bons résultats de notre chaîne. Je remercie la belle équipe justement du temps du débat qui me permet de préparer cette émission chaque jour. Chloé Cambrelin, Hugo Boursier, Fanny Richer, Rémi Baye et Iman Gilles. À la technique ce soir avec nous, Nasser Moussaoui, et à la réalisation, Assia Ralid. Demain, dans le temps du débat, la conversation mondiale que nous faisons chaque vendredi portera sur la question de la confiance en temps de Covid, avec Claudia Sénic, professeure à la Sorbonne, directrice du livre Crise de confiance, et avec le Suisse Marc Hunyadi, parce qu'il s'agit pour nous de faire dialoguer un Français, une Française avec un étranger ou une étrangère sur ces questions, et en l'occurrence la confiance. Il est professeur de philosophie et publie demain aux éditions du Bordelot un livre intitulé « Au début et la confiance ». J'imagine qu'en tant que femme politique, en l'occurrence je dis homme politique, en tant que femme politique, être humain politique, eh bien vous savez ce que ça veut dire, la question de la confiance, Roselyne Bachelot.